Bonjour à tous, bienvenue, bonjour Sébastien, et, bienvenue aux Inspiring Stories de l'APEX. Nous accueillons aujourd'hui Sébastien Bardon, CEO de Capsum. C'est personnellement un grand plaisir de vous recevoir. Moi, je fais des micro-capsules, donc rien à voir avec votre activité, mais il est très souvent arrivé dans des rendez-vous qu'on me confonde avec vous et en toute humilité, j'ai trouvé ça tellement beau. Donc, Capsum résonne fort dans l'industrie de la cosmétique, de la galénique cosmétique et du design cosmétique. Et on peut voir là quelques produits que vous avez inventés, développés. Quand on parle de capsules et de Marseille, ben, on pense Capsum et de Success Story. Donc, durant l'échange, les micros sont coupés, mais n'hésitez pas à poser des questions grâce au petit onglet en bas Converser. Et s'en suivra la possibilité de poser des questions directement à Sébastien. Pour ceux qui ne connaissent pas l'APEX, je présente brièvement. Donc, je suis présidente de l'APEX depuis juillet dernier. Nous sommes le club des entrepreneurs de l'international, du territoire. Nous représentons environ 150 entreprises qui développent leur activité à l'import-export et qui déploient donc leur activité dans toutes les régions du monde. Nous sommes des négociants, des consultants, des voyagistes, du service, des biotech, de la cosmétique, du food, des avocats, des fonds d'investissement, des banques. Nous sommes tous des spécialistes dans le domaine de l'international. Nous avons chacun une expertise, une compétence et la volonté intrinsèque d'avancer en réseau, de partager, d'échanger et si possible, pourquoi pas, la possibilité de développer des synergies dans nos business. On ne le dit jamais assez dans le contexte actuel, les échanges, l'entraide sont primordiaux et ont un sens particulièrement puissant. L'APEX et ses membres mettent leurs compétences au service des autres pour avancer ensemble de façon solidaire, de façon collective et surtout aujourd'hui s'enrichir les uns des autres pour mieux grandir, pour mieux manager, pour mieux faire avancer nos entreprises. Et c'est dans cet esprit qu'on reçoit aujourd'hui Sébastien Bardon. Sébastien, vous êtes titulaire d'une thèse de physique. Vous avez travaillé indirectement pendant 8 ans pour l'industrie automobile chez Saint-Gobain pour développer des moteurs qui étaient non polluants. Et finalement, vous décidez de partir à Boston, au fameux MIT, pour suivre un MBA. Et vous faites la rencontre de 2 chercheurs qui sont spécialisés en physique et en chimie. Et vous commencez à imaginer un concept cosmétique. Donc, la physique, la chimie, la cosmétique, j'aimerais bien que vous nous expliquiez un petit peu tout ça grâce à une technologie qui s'appelle la microfluidique. Comment on est arrivé de chercheurs en physique, chimie, à la cosmétique et l'innovation et l'entrepreneuriat. Très bien. Bonjour à tous. Merci de me recevoir. Alors, je vais essayer de répondre à cette première question du lien, en fait, et je pense que le lien le plus compliqué, ce n'est pas celui de physicien, celui de la cosmétique, parce que ça, c'est assez facile. Le lien le plus saugrenu, c'est celui de développeur de filtres à particules pour voitures diesel à celui de produits cosmétiques. Celui-là est assez inattendu. Et en fait, la réalité des choses, c'est qu'effectivement, je suis parti au MIT pour je sais pas, découvrir le monde, découvrir d'autres choses. Et à cette occasion-là, d'abord, je n'ai pas du tout décidé d'être entrepreneur. Ce n'était pas du tout ma volonté. J'ai plutôt décidé l'inverse, puisque je me suis aperçu en discutant avec beaucoup d'entrepreneurs au MIT que être entrepreneur signifiait beaucoup tout faire. Ça, j'en avais certainement pas envie. Donc, j'étais fermement décidé à l'issue de mes 2 ans au MIT de ne pas devenir entrepreneur. Bon, je me suis fait rattraper par la brigade, essentiellement par Dave Waits, qui est professeur à Harvard, et avec qui j'ai eu une discussion à la fin de mes études et qui m'a dit « Sébastien, c'est complètement stupide de rejoindre une start-up, crée-la ». C'était un petit peu étonnant comme donnée de base.
Et, et on a réfléchi, lui avait des technologies dans son labo qu'il voulait développer avec Jérôme Bibette qui était à l'école de physique-chimie. Et en fait, on a démarré Capsum sur la base d'un fantasme de scientifique. On a fait exactement ce qu'il ne faut pas faire. Donc, si vous voulez faire un livre sur l'entrepreneuriat, vous pouvez me demander. Dans la case « ce qu'il ne faut pas faire », on a tout coché. C'est-à-dire qu'on a vraiment démarré une société avec, en fait, le fantasme de Dave Weitz qui était « je veux une société dans laquelle il y ait des usines qui fassent des tonnes de produits avec de la microfluidique ». Et la réalité, c'est que 12 ans après, on a effectivement une société avec des usines qui fait des centaines de tonnes de produits qui utilisent cette technologie de manipulation des gouttes à petite échelle pour faire des produits cosmétiques. Donc, on a rempli la mission, mais en même temps, il est très rare pour un entrepreneur de démarrer une boîte sans savoir même dans quelle industrie il va opérer. Donc, quand on a démarré Capsum, on ne savait pas qu'on allait faire de la cosmétique, en fait. On savait qu'on allait faire des tonnes de produits goutte à goutte. C'était le point de départ. Donc, on ne savait pas qu'on allait faire de la cosmétique, on ne savait pas quels bénéfices on allait apporter, on ne savait certainement pas la taille du marché et encore moins quelle était la tête de la concurrence. Donc, vraiment, par rapport au playbook que pourtant je venais d'apprendre pendant 2 ans au MIT, on était absolument à côté de la plaque. Mais bon, l'histoire montre qu'on a le droit d'être à côté de la plaque. En fait, on a ensuite cherché très longtemps quel serait notre métier, puisqu'on a démarré en 2008. En 2008, on avait la chance, par l'intermédiaire de Dave Weitz, d'avoir un client qui était quand même la plus grande société de cosmétiques en Corée, pour laquelle on faisait des petites capsules d'ingrédients. Et à cette époque, on était quand même un fabricant d'ingrédients, c'est-à-dire qu'ils nous envoyaient des actifs, en général des extraits de plantes pour les Coréens, qu'on mettait dans des petites capsules et qu'on vendait très cher. Et ça, c'était intéressant parce que d'abord, ça a choisi notre industrie, donc on ne l'a pas choisi, hein, c'est elle qui nous a choisi. Et puis en plus, il se trouve que quand on fait de l'ingrédient, on dilue beaucoup l'ingrédient. Et que essentiellement, ce qu'on a fait pendant 3 ans, c'est qu'on a vendu à cette société coréenne de l'eau à peine modifiée à 800 € du litre. Et ça, c'est pratique parce que ça permet, même pour une boîte technologique, de se développer, de croître en étant rentable. Ce qui est encore une fois une espèce d'aberration, puisque normalement, on fait beaucoup d'investissements R&D, on trouve des clients et puis on industrialise. Tout ça, on l'a bypassé et on a eu la chance, effectivement, de démarrer à une période un petit peu surprenante parce que septembre 2008, on a commencé quand même juste après la faillite de Lehman et donc en pleine crise économique mondiale. Et on a eu la chance d'avoir un client qui était suffisamment attaché à nos produits, des produits qui marchaient en fait très bien sur le marché, pour lancer la société de manière à la fois assez significative et rentable dès le premier jour, ce qui était à l'époque, en tout cas, essentiel parce qu'il n'y avait plus de fonds sur le marché, de toute façon. On n'avait pas trop le choix non plus. Et en fait, on a fait ça pendant assez longtemps, mais on a découvert que nos petites capsules, en tout cas notre métier de vendeur d'ingrédients, ne correspondait pas trop. Et ça nous a pris quand même 5 ans avant d'aller de l'ingrédient pour cette société coréenne cosmétique au produit fini. Et en fait, le premier produit fini qu'on a produit, on l'a produit en 2012. Et on a décidé en 2013-2014 qu'on serait une société de produits finis cosmétiques. Donc, il y a eu une grande phase d'exploration, une grande phase d'apprentissage du marché, des technologies qu'on avait en main, des bénéfices qu'on pourrait amener, de ce qu'était cette industrie, pour finalement réussir en 2013-2014 à ancrer le plan de la société dans quelque chose qui était suffisamment solide pour grandir. La question forcément territoriale, c'est vous êtes à Boston au MIT, vous rencontrez ces chercheurs. Comment vous êtes arrivé à Marseille et décidé de s'installer, de faire Capsum en 2008 à Marseille? C'est quoi vos motivations? Je veux dire, plutôt que de se prendre le marché américain, j'ai la possibilité de m'installer puisque
vous avez des partenaires locaux sur place. Je vais décider de m'installer aux États-Unis. Pourquoi vous installez déjà en France et encore plus à Marseille? Alors, je dirais, la France, on ne sait pas trop, en fait, pourquoi on s'est installé en France. Euh, il y a eu effectivement au début beaucoup de débats entre la Suisse, la France et les États-Unis. En fait, quand on fait des études aux États-Unis, c'est assez difficile de rester aux États-Unis. Il y a une espèce de période de carence qui est demandée par les autorités. En général, il faut revenir un an avant de repartir. Donc, ce n'est pas si simple de démarrer aux États-Unis du point de vue des visas. Et puis après, je ne sais pas, je crois qu'on s'est dit, bah, finalement, on fait des cosmétiques. La France est très connue pour les cosmétiques, donc on va aller en France. Je dirais le choix du pays a été plus délicat que celui de la ville. Et après, on a de fait commencé Capsum à Paris, dans le laboratoire de Jérôme Bibette, parce qu'au début, on louait juste un petit morceau de son labo. Et puis assez vite, on s'est dit, tiens, il va nous falloir une usine. Et étant Marseillais, je me suis dit, bah, c'est l'occasion idéale de se réimplanter. Mes parents habitaient à Marseille, mes amis habitaient à Marseille. Je trouvais ça déjà assez sympathique. Je ne voulais pas mettre une usine en banlieue parisienne parce que je trouvais ça un peu triste. Donc, on s'est installé à Marseille comme ça. Et puis, il se trouve qu'effectivement, on a levé de l'argent en 2008-2009. On a fait une levée de fonds. Et comme je le disais, les fonds d'investissement parisiens, ils étaient déjà très occupés à sauver toutes les boîtes qui étaient en train d'aller au tapis à cause de la crise de 2008. Donc, il n'y avait plus de fonds pour investir dans des nouvelles boîtes. Et donc, on a levé de l'argent avec du Friends and Family qui était quand même… il y avait à peu près 25 petits investisseurs. Et je pense que 24 d'entre eux étaient Marseillais. Donc, c'était aussi, ça nous paraissait assez juste d'installer la société à Marseille. Vous avez eu une croissance de 50% pratiquement exponentielle ces 10 dernières années. À quel moment est-ce qu'un fonds est revenu s'inscrire dans votre développement ou est-ce qu'à un moment vous êtes fait racheter? Comment s'est passé vos développements et est-ce que ça a été lié à vos partenariats avec des marques fortes? Oui, ben, en fait, déjà, quand on prend des actionnaires de type Friends and Family, au bout d'un moment, c'est bien de les libérer. Et à la fois, il est venu un temps où on avait vraiment besoin de passer des vitesses et d'investir assez massivement. On savait qu'il fallait qu'on structure notre outil industriel et notre labo à Marseille de manière beaucoup plus forte et on voulait installer une usine aux États-Unis. Donc, tout ça faisait que les actionnaires historiques, qui en plus avaient bien fait leur job d'accompagner la boîte et de l'amorcer, n'étaient probablement pas les actionnaires idéaux. Et donc, effectivement, début 2015, on a fait rentrer un actionnaire familiaux-industriel, en l'occurrence la famille propriétaire de Chanel, pour devenir actionnaire principal de Capsum. Et on a été attiré par ce partenariat plutôt que d'autres qu'on aurait pu créer pour essentiellement pour leur vision long terme du business. On avait, dans les discussions qu'on a pu avoir avec eux, on a trouvé que cette manière d'à la fois avoir beaucoup d'ambition pour une société, mais une ambition qui est plutôt à la décennie qu'au trimestre, nous paraissait tout à fait adaptée. J'aimerais qu'on reste juste sur le point croissance, évolution et économie. En 2019, vous faisiez 33 millions d'euros de chiffre d'affaires et 30% aux États-Unis. Votre idée, votre volonté, normalement cette année, alors j'imagine que les choses sont déjà construites et que vos projets de vous installer aux États-Unis et de créer une entité, une usine aux États-Unis, c'est déjà acté, construit et mis en place. Votre vision de vous installer aux États-Unis, de construire une entité là-bas,
à quel moment vous y avez réfléchi? Est-ce que du début, vous vous êtes dit, je fais une entité en France et finalement après, je ferai une entité aux États-Unis parce que potentiellement, je peux avoir un marché local? C'est venu petit à petit. Comment, dans votre développement, votre stratégie de croissance, vous anticipez le coup d'après? Ouais, chez nous, toujours de manière très expérimentale. C'est-à-dire que j'ai certainement pas vendu au début de Capsum un business plan avec une usine aux États-Unis, on n'en savait rien du tout. Et en fait, c'est expérimental dans le sens où dans les années 2012, 2013, 2014, je faisais beaucoup de tours du monde pour essayer de développer notre business aux États-Unis, mais aussi en Chine, aussi au Japon. Donc, c'est un peu les territoires qu'on essayait. Et puis un jour, je pense que c'était en 2016, en fait, on a eu un projet avec une marque qui s'appelle Meaningful Beauty en Californie, qui est la marque de Cindy Crawford, une marque qui se vend à la télé essentiellement. Et il se trouve qu'un seul produit chez Meaningful Beauty correspondait à doubler notre chiffre d'affaires. Et là, on s'est dit, tiens, quand même, c'est à la fois significatif et important. Et du coup, on a préféré s'orienter vers les États-Unis plutôt que vers l'Asie. Voilà. Donc, c'est vraiment très pragmatique, en fait. Hein. C'est au 12e tour du monde, quand il y a un poisson qui mord à la ligne, ben, on décide que c'est là-bas qu'on va s'installer, quoi. Vous avez une technologie qui est particulière. On voit les photos depuis tout à l'heure, ces petites billes qui ressemblent un petit peu à du caviar. La prairie a appelé ça caviar de la prairie. Et c'est extrêmement innovant. Quand vous rencontrez des marques, vous parlez tout à l'heure de la marque de Cindy Crawford, on vous a connu beaucoup avec la prairie, vous parliez de Chanel. Est-ce que vous signez des exclusivités ou est-ce que finalement vous avez toujours la liberté d'action sur d'autres types de marchés? Comment s'est développé finalement on voit que vous avez un chiffre d'affaires qui grimpe, mais est-ce que c'est lié finalement à la vente du produit lui-même parce qu'il est tellement innovant, décalé, en rupture avec ce qui existe, qui fait que votre chiffre d'affaires finalement au fur et à mesure des ventes, parce qu'on sait que la cosmétique se vend super bien, ou est-ce que vous avez la possibilité finalement de vendre aussi à d'autres marques et d'avoir la liberté de grandir de cette façon-là aussi? Bah, je crois que la cosmétique n'est pas vraiment un métier d'exclusivité. C'est un métier où les marques, d'une manière générale, sont très friandes d'être la première sur le marché, mais pas d'être la seule. Et donc, effectivement, on discute avec des marques et on essaie de les accompagner pour qu'elles soient les premières dans un sous-segment de notre technologie ou dans une nouvelle manière de la mettre en œuvre ou dans une nouvelle manière de la raconter. Mais effectivement, on travaille probablement avec une trentaine de marques aujourd'hui, bien entendu avec certaines plus que d'autres, mais il n'y a jamais d'exclusivité et il y a toujours un travail de segmentation propre pour que chacun ait son territoire et que chacun puisse se développer dans son territoire en utilisant nos technologies. Voilà, après sur le chiffre d'affaires, effectivement, je crois qu'on a fait le premier produit qu'on ait fait à l'échelle industrielle, c'est-à-dire sur lequel on commençait à avoir des petits convoyeurs, des petits produits qui se baladaient, donc quelque chose qui n'était pas purement manuel en fait. On l'a sorti en 2015. Donc ça fait finalement assez peu de temps que Capsum est une société industrielle qui fait des produits finis. Ça fait finalement à peine 4 ou 5 ans. Et effectivement, depuis ce temps-là, c'était le micro-sérum de Chanel. Et puis après, on a enchaîné quelques produits qui sont devenus des produits très stratégiques pour les marques, sur lesquels elles investissent beaucoup en communication, sur lesquels elles investissent beaucoup en développement et ça porte nos chiffres d'affaires. Bon, on va glisser un tout petit peu sur le storytelling et le design de la formule. Forcément, c'est un beau cosmétique, c'est un cosmétique riche et authentique. Comment, chez Capsum, vous parliez de segmentation, comment on innove, comment on développe? Vous déposez, j'ai lu un brevet tous les ans ou
quelque chose comme ça. On essaie plutôt d'en déposer un par mois. Un par mois, voilà, pardon. Je savais que le chiffre était incroyable et je n'avais pas noté le détail du mois, donc un par mois, ce qui est plus que honorable. Comment on innove je ne sais pas si on a toujours la connexion. Anna? Oui, ça fonctionne. D'accord. J'ai un arrêt sur image. Non, c'est bon. D'accord. Sébastien, tu nous entends? C'est peut-être Sébastien qui a un petit problème de connexion. Ah. Nathalie, il faut raconter une histoire drôle dans ces cas-là. D'accord, je te laisse faire. Écoute, je sais que tu es très très fort dans… Mais tu sais, c'est l'angoisse des présentateurs télé, ça s'appelle… Mais moi, alors, je n'ai pas cette vocation d'être présentateur télé. Donc, alors avec Georgiana, qu'est-ce qui va se passer très bientôt? Il y a un rendez-vous formidable. Écoute, il y a un rendez-vous formidable qui est en train de se mettre en place avec Georgiana. On est en train de réfléchir comment Georgiana, qui est assez connue, puisqu'elle a gagné ou elle a été finaliste des MasterChef, elle a ouvert plusieurs restaurants ou elle a contribué à l'ouverture de plusieurs restaurants ici à Marseille. C'est quelqu'un qui est rayonnante et qui est dans le partage et qui a une cuisine et une main de cuisinière aussi bonne que je suis mauvaise cuisinière. Et donc, je vais prendre un cours de cuisine avec Georgiana. Je vais être commis de cuisine avec Georgiana. Et donc, elle va organiser un menu, un repas qu'elle va pouvoir offrir aux adhérents de l'APEX et à qui veut participer à cet événement. Et en même temps, en fin d'après-midi, on va, avec Georgiana, refaire ce plat toutes les deux, moi en commis de cuisine et elle en chef cook forcément. Elle va nous raconter son histoire, comment elle en est arrivée là, son prochain restaurant qu'elle va ouvrir à la rentrée, normalement septembre-octobre, qui a été retardé par la situation économique et le confinement. Pardon? Non, parce que tu meubles formidablement bien, Nathalie. On a Sébastien avec nous. Est-ce que Sébastien est revenu, Anna? Oui, c'est revenu, je le vois. Ah, Sébastien. C'est un événement qui me porte vraiment à cœur, donc on en reparlera. On en parlera pour les dates, le format. Sébastien, on vous avait perdu. Oui, j'ai disparu, je suis désolé. On a besoin de vous voir en chair et en os à Marseille, Sébastien. Ça va arriver, ça va arriver. Je disais, vous déposez un brevet par mois, donc je trouve ça plus que fantastique. Comment on innove quand on a une technologie qui est comme ça visuelle, qui est ces petites billes, ces petites perles. Vous avez une façon de l'exprimer, de le parler, une cosmétique émotionnelle. C'est quoi l'innovation chez Capsum quand on est aussi fort et aussi performant au point de développer et de déposer un brevet par mois? C'est quoi vos briefs? Comment les choses se passent chez Capsum? Alors, elles se passent, je pense, toujours assez mystérieusement. C'est-à-dire que j'ai dû passer ces 12 dernières années en décrétant tous les 6 mois que là, on était arrivé au bout de ce qu'on pourrait faire de nouveau. C'est un peu mystérieux. Et en fait, il y a deux… Je crois qu'il y a principalement deux manières de faire chez nous. La première, c'est un modèle de naïveté absolue. C'est-à-dire que je demande à tous les gens en interne chez nous de rester ce qu'on était au début. Chez Capsum, la première personne qu'on ait recrutée qui ait de l'expérience cosmétique, on l'a recrutée au bout de 5 ans. C'est-à-dire que pendant 5 ans, et donc les 30 premiers salariés que nous avons recrutés, il n'y en avait aucun qui venait de ce métier-là. Et ce n'était pas un choix réfléchi. C'est un constat que j'ai fait après. On n'y a jamais pensé. Mais ça nous a apporté une grande force, c'est que forcément, on ne pouvait pas décider de ce qui allait marcher auprès de nos clients parce que d'abord, on ne savait pas bien ce qu'était la cosmétique. Et après, un petit peu plus,
mais dans tous les cas, il fallait toujours aller écouter nos clients et construire nos programmes d'innovation par rapport à leur retour. Et ça, c'est resté. Je demande vraiment avec beaucoup d'insistance à ce qu'on garde cette naïveté et que ce soit nos clients qui décident de l'intérêt d'une idée et pas nous. Donc ça, je pense que c'est une base importante. C'est une base délicate à mettre en œuvre parce que ça veut dire que vous dévoilez en permanence toutes vos idées à vos clients. Et que par conséquent, de temps en temps, vous allez leur dévoiler des idées des fois qu'ils vont trouver pas intéressantes, donc ça c'est facile, ça vous permet de trier. Des fois, ils vont les trouver très intéressantes et puis après, vous allez vous apercevoir progressivement qu'elles sont irréalisables. Donc, il va falloir, il y a toujours un débat très ouvert avec nos clients sur le fait qu'on leur montre des choses que d'habitude on ne montre pas et que même leur propre équipe de R&D en général ne leur montre pas parce que les gens n'aiment pas être pris en défaut ou en échec. Et je dirais que nous, ça ne nous gêne pas trop. Donc ça, c'est un premier modèle qui est celui qui nous a porté jusqu'à il y a 2 ans à peu près et qu'on conserve. Et maintenant, en parallèle à ce premier modèle, on a un deuxième modèle qui est d'avoir un groupe d'exploration qui est très peu guidé, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, c'est un groupe de geeks qui aiment la technologie, qui aiment avoir des nouveaux jouets, qui aiment faire des nouvelles choses, mais qu'on ne guide pas tellement en fait. Et c'est eux qui nous font des propositions. On dit de vous que vous êtes un manager particulier, que vos équipes s'appellent des capsistes ou quelque chose qui ressemble à… Ouais. Et que vraiment vous marchez ce qu'on appelle ici, on avait Marc Amerigo qui a parlé de l'ultra-performance et de la tribu, de l'esprit d'équipe. On dit que vous êtes un manager un petit peu en rupture aussi et que vos salariés, vos collaborateurs en tout cas, sont extrêmement dévoués. C'est quoi votre recette? Alors ça, je crois qu'il y a une recette, je pense qu'il faut leur demander. J'espère que c'est vrai, mais non, il n'y a pas de recette. La recette, c'est de jamais se prendre au sérieux, je pense. C'est un mélange d'une exigence, parce qu'il y a beaucoup d'exigences dans ce qu'on fait et probablement dans qui je suis, mais il n'y a jamais d'arrogance. Et à partir de là, c'est assez naturel. Je crois qu'il n'y a pas d'arrogance et moi, en tout cas, je m'amuse tous les jours et j'espère avoir des interactions avec les gens avec qui je travaille qui est basée là-dessus. On est quand même là pour se faire plaisir avant tout. Pour prolonger la question de Nathalie, je me suis laissé dire par certains de vos collaborateurs que dans une époque qui est très raisonnable, vous fixez des objectifs assez fous. Et au début, ils sont très étonnés en disant « mais c'est trop, c'est pas possible, on n'atteindra pas ». Et maintenant, ils disent « mais avec lui, ça marche toujours, quoi ». Et d'où la réflexion de Nathalie de dire « du coup, ils vous suivront au bout du monde ». Vous êtes déraisonnable comme chef d'entreprise? Je crois que si on veut vraiment s'amuser, il ne faut pas se donner un objectif qui est simple, en fait. Donc oui, j'ai un fond très compétitif, mais aussi j'ai une particularité que je comprends mieux dans ma vie privée que dans ma vie professionnelle, mais qui s'applique aux deux. C'est que si je lance un projet ou quand je décide de changer ma vie d'une manière ou d'une autre, je réfléchis jamais ni aux risques ni aux conséquences. Donc c'est très intuitif. En fait, tous ces objectifs que je peux donner, c'est de l'intuition, c'est la volonté d'aller essayer. Et donc, si on ne se prend pas trop la tête à faire des analyses dites stratégiques ou je ne sais quoi, et que d'un coup on a envie de tenter un truc et qu'on dit tiens, allez, on y va, on essaye ça. Et puis si ça ne marche pas, tant pis, on fera autre chose. C'est plus facile de se donner des objectifs hyper ambitieux. Et si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Si ça ne marche pas,
râle un peu et puis on essaye autre chose. Ouais. Ah, mais il y a plein de trucs hein, qu'on rate assez lamentablement. Ouais. Si vous voulez, j'ai un stock de 80 000 produits parce que j'ai une idée saugrenue qui n'a pas marché. Donc, on doit avoir 25 palettes de produits. Il y a des gens dans Capsule qui m'ont dit que ça ne marcherait pas, hein, mais je leur ai dit, c'est pas grave, on va aller au bout, on va le faire. Donc, bientôt, on fera des soldes, on va aller au marché, on va vendre nos produits. Je pense que c'est le propre de l'inventeur. Je voulais juste faire une légère parenthèse sur les 2 mois qui ont précédé. Comment vous avez managé vos équipes? Comment ça s'est passé pour Capsum? Je ne cherche pas le côté négatif, hein. C'est vraiment comment ça s'est passé et comment vous avez grandi. Je ne parle pas vous spécialement, Sébastien, mais comment Capsum a grandi de cette expérience et quels sont les enseignements que vous avez pu en tirer? Moi, je dois dire que bon, forcément, on a des labos et on a une usine. Donc, on a un site à Marseille, à Château-Gombert, sur lequel on a chaque jour 200 personnes. Donc, les règles de distanciation sociale sont un peu compliquées. Et donc, en fait, ce qui s'est passé au moment du confinement, on anticipait assez bien parce que moi, j'ai des amis qui font le même métier que moi et qui sont à Milan, donc ils avaient 2 semaines d'avance sur nous. Et ça me permettait de savoir exactement ce qui allait se dérouler. Et comme j'en connaissais plusieurs, j'arrivais à voir ce qui fonctionnait bien et mal. Donc, on était un petit peu préparés, je dirais. Mais quand c'est arrivé, quand ça arrive sur site, que Macron annonce le confinement, on est au moment du confinement dans une période où il y a beaucoup d'inconnus, il y a beaucoup d'anxiété. Donc, il y a eu beaucoup d'anxiété. Ça a un peu ralenti pendant un temps et puis peu à peu, les gens ont repris confiance. Ils ont connu des gens dans leurs proches qui étaient atteints et voilà, ça a passé. Enfin, ça s'est un peu normalisé. Et d'une manière générale, moi, j'ai été très admiratif et je l'ai dit, je pense, à mes équipes toutes les semaines ou tous les 2 jours, du courage qu'avaient les gens d'aller travailler malgré une situation tendue, anxiogène. Les gens étaient là. Moi, j'ai été très attaché au fait de continuer. Je trouvais que c'était un objectif qui était, pour le coup, assez élevé aussi, mais aussi juste par rapport à nos clients, parce que nos clients avaient toujours besoin de produits et que voilà, donc on s'est donné un objectif qui était très simple, en fait, qui était juste de livrer nos clients pendant cette période difficile. Et voilà, et toutes les équipes étaient au rendez-vous, tous les gens ont été mobilisés. On a organisé au mieux, et je pense, on ne s'est pas posé la question de la dépense. On a cet avantage-là quelque part on était dans une situation, on a fait une très bonne année l'année dernière, donc on pouvait se permettre des choses. Et donc, on a décidé très vite que la priorité, c'était de livrer et que si on livrait de manière non rentable pendant ces 2 mois-là, ça n'avait pas d'importance. Donc voilà, donc on a donné des primes aux gens, on a organisé des navettes pour aller les chercher pour pas qu'ils prennent les transports en commun. Je crois vraiment qu'on n'a pas regardé à la dépense, qu'on a beaucoup discuté, qu'on a beaucoup écouté les gens. Et l'enseignement principal, enfin des enseignements, il y en a 2 pour moi. D'abord que les équipes ont été remarquables de courage. Et le deuxième, c'est que quand on gagne ensemble dans une période un peu d'adversité, on est content de l'avoir fait. Et on en sort plus grand. Oui, on en sort un petit peu plus fort, ouais, on est content. Mais là, on a tous envie de faire la fête, hein, il paraît. Oui, ouais, c'est ce que j'ai proposé aussi à mes équipes. Je voulais parler un petit peu de vos moyens de communication. Les réseaux sociaux ont contribué beaucoup à l'émergence de Capsum. C'est vrai que quand on sort quelque chose, alors je ne sais pas si on dit une nouvelle galénique ou un nouveau design cosmétique, le fait de voir un actif, le fait de le voir concrètement, je vois une petite bille, je sais que l'actif est dedans, c'est vraiment très important en tout cas pour le client ou la cliente qui va utiliser ce produit, et je parle du consommateur final. Comment les réseaux sociaux, comment la com digitale a contribué à la notoriété de Capsum, aussi bien de façon nationale et internationale?
Ouais, là, non, il y a trois aspects. Le premier, c'est que, comme tout chef d'entreprise, je suis un peu pingre et que LinkedIn, pour une société de B2B comme nous, LinkedIn est quand même le seul média très largement lu gratuit. Donc, en fait, si vous voulez, entre faire une pub dans un magazine de cosmétiques et faire une com sur LinkedIn, après que les collaborateurs clés aient bien travaillé leur réseau, ben, c'est moins cher et c'est plus impactant de faire de la com sur LinkedIn. Donc ça, c'est vraiment un point stratégique initial de base. J'ai passé peut-être les 10 premières années de Capsum, j'ai dû passer peut-être presque 1 heure sur LinkedIn par jour. Parce qu'en fait, sur LinkedIn, vous connectez à votre audience. Mais il faut faire l'effort de demander une connexion. Donc, c'est vrai que jusqu'à assez récemment, je devais demander une connexion par jour parce que c'était un moyen de développer notre audience de manière gratuite. Donc voilà, c'est le côté peindre, ça. Mais bon, ça fait partie de notre métier. Ensuite, euh, effectivement, il y a un autre aspect des réseaux sociaux, mais qui est moins celui de la gestion de la société. D'abord, on a eu la chance quand quand on a sorti notre premier produit avec Chanel, Chanel a décidé d'eux-mêmes, ils ont décidé d'eux-mêmes de communiquer sur ce qu'ils l'avaient fait avec nous, qui était tout à fait inattendu et tout à fait inhabituel. Alors, je ne suis pas dans les arcanes des grands communicants et des grands marketeurs de Chanel, mais on a l'impression que c'était un moyen de rajeunir un peu leur approche cosmétique et de se mettre dans cette tendance de l'entrepreneur à la mode, la start-up à la mode. Donc, ils ont dit, voilà, on a fait un produit et on l'a co-créé avec une start-up marseillaise qui s'appelle Capsule. Et ça s'est diffusé partout dans le monde. Et ça nous a donné l'idée de demander systématiquement à nos autres clients de faire la même chose. Donc ça, c'est une deuxième manière, à travers la communication de nos clients, on est devenu plus connus parce que assez souvent, ils ont communiqué sur le fait qu'ils avaient fait leur produit avec nous et presque toujours, ils nous ont autorisé à le dire nous-mêmes. Ce qui est assez peu le cas chez nos concurrents. Et puis la dernière chose, et qui alors là mais vraiment encore beaucoup plus vrai post-Covid, c'est que le métier de la cosmétique, les canaux d'achat sont en train de bouger vraiment des magasins à Internet. Et quand on a des produits comme nous qui racontent une histoire juste à travers la photo du produit ou la vidéo du produit, en fait, on s'aperçoit qu'un des bénéfices principaux des innovations qu'on amène, c'est de permettre aux marques de faire des posts intéressants, des posts différenciés. Donc effectivement, aujourd'hui, un des bénéfices très forts qu'on amène aux marques, c'est qu'on fait des produits Instagrammables. Qui est aujourd'hui le point le plus important et demandé souvent pour les boîtes cosmétiques ou tous les nouveaux produits innovants. On vous demande si c'est Instagrammable, ce qui est incroyable et fantastique en même temps pour un cosmétique qui se voit. Comment vous voyez Capsum de demain, dans 5 ans, dans 10 ans? Dans votre plus grande folie. Hein. Oh, dans ma plus grande folie, elle est toujours illimitée. Non, en fait, c'est une des rares choses qui n'a pas changé dans Capsum. C'est que j'ai toujours dit à peu près la même chose de comment je voyais Capsum. Il y a un façonnier maquillage très connu dans le monde qui s'appelle Intercos, qui est basé à Milan. Intercos, c'est une société qui aujourd'hui doit faire à peu près 1 milliard de chiffre d'affaires par an et qui produit une bonne portion des produits maquillage vendus dans le monde, en fait. Et je crois que ça fait 10 ans que je dis à tout le monde que je veux que Capsum soit l'Intercos du soin. Intercos travaille dans le maquillage et c'est la société de référence fournisseur de produits innovants pour le maquillage. Et nous, on veut que Capsum devienne la société de référence pour les produits innovants dans le soin.
Donc, vous imaginez que demain, vous allez être le leader mondial de la fourniture cosmétique innovante, émotionnelle, qui se voit. Absolument. C'est le meilleur que je vous souhaite, Sébastien. Merci beaucoup. En tout cas, je suis ravie. Nathalie, Merci Oui, à vous. bien, une j'aimerais question, Laurent? le regard de Sébastien, vous êtes né à Marseille, à Sainte-Anne, je crois que vous êtes allé jusqu'au lycée ici, hein, avant. Oui. Vous avez toujours votre Enfin, usine, vous fabriquez ces produits dont vous venez de nous parler à Château-Gombert, où vous avez vos laboratoires, l'ingénierie, et aussi à Austin au Texas, vous avez un bureau à Paris. Comment vous voyez, et sous le prisme de l'international, le territoire, parce que c'est un peu le sujet de l'APEX, le territoire de Marseille, ses atouts, son évolution et ses enjeux pour être la grande métropole internationale qu'elle mérite d'être, pardon. il faut que je sois politiquement correct dans ma réponse ou Non, pas? non. Laurent a dit non, et moi je dis oui. Non, Alors, mais Non, non, je pense, je vais dire les choses assez simplement, mais on s'est installé à Austin. À Austin, on a une usine qui n'a pas encore démarré. Austin est une ville qui a probablement la taille de Marseille, qui a vraiment aucun problème économique puisque toutes les boîtes de la Silicon Valley sont en train de se recentrer à Austin. Donc, la présence de Capsum à Austin est quand même un épiphénomène pour eux. Cependant, au moment où on a décidé d'aller à Capsum, moi j'ai dû rencontrer le maire d'Austin 2, 3, 4 fois. J'ai déjeuné avec lui. Donc, il y a beaucoup d'attention à l'aspect économique dans le territoire local et par les hommes politiques. Voilà. Aujourd'hui, c'est vrai que nous, on se pose la question par anticipation de développer notre activité et de grandir dans la région. Et je trouve que c'est difficile d'avoir l'oreille des gens et une oreille entrepreneuriale, en fait, chez les pouvoirs publics pour dire, OK, bah, oui, si vous voulez grandir, il faut grandir à Marseille ou il faut grandir dans la région et on va vous aider à construire l'histoire. Ça, on a un petit peu de mal, je trouve. C'est peut-être que je passe pas assez de temps dans les bonnes sphères et tout ça. C'est possible parce que on est pris par le business au jour le jour. Mais voilà, je trouve que des fois, peut-être il n'y a pas assez cet élan-là. c'est clair. Il y a d'autres questions autour des écrans, des micros, en attendant de voir Sébastien en vrai, qui va nous organiser une belle visite exclusive de son usine de Château-Gombert. Il n'y a pas de problème. En plus, vous pouvez récupérer les 80 000 produits, ça sera super. Paul, une question. Si tu débranches ton micro. Il faut que j'active mon micro. Non, moi, je suis impressionné par le style du manager qui me plaît beaucoup. Ça me rappelle des choses de mon passé. J'ai beaucoup côtoyé des gens qui avaient cette ambition un peu folle de devenir le leader mondial et qu'ils sont devenus. Je trouve ça passionnant. Je me demande quand même comment aujourd'hui, vous, par rapport aux dispositifs qui existent en France, comment vous associez vos collaborateurs à votre développement, à vos résultats financièrement? Et je crois que je passe beaucoup plus attentif à les associer à l'aventure. Pour moi, c'est crucial que les salariés de Capsum soient bien traités, soient bien payés, j'espère plutôt mieux que chez nos concurrents. Mais après, par exemple, je vais vous dire, depuis le premier jour chez Capsum, j'ai décidé et je me suis battu parfois contre mes actionnaires sur le fait que chez nous, il n'y aurait pas de bonus individuel.
parce que on vit dans un monde qui bouge très vite, avec des contraintes extérieures qui n'arrêtent pas de changer. Et du coup, bien définir des objectifs individuels, puis en faire une lecture juste, ça me paraît simplement impossible. Et en plus, je trouve que ça induit souvent des comportements qui sont contraires au travail en équipe, puisque parfois on voit des gens qui travaillent pour leurs objectifs plutôt que pour l'intérêt de la société. Et donc, en fait, il y a des bonus pour tous les salariés chez Capsum, mais il n'y a qu'un jeu d'objectifs qui sont ce que le board va donner à Capsum et le taux d'atteinte de ces objectifs et donc le taux de versement des bonus est le même pour tous les salariés. Et donc, c'est dans ce sens-là que je dis s'associer à l'aventure et essayer, dans la mesure du possible, euh, d'avoir des objectifs qui soient totalement alignés et des réussites qui soient totalement alignées. Non, mais effectivement, le jeu collectif doit primer sur l'individualité si on veut qu'ensemble, on s'adapte à un monde qui bouge très rapidement. Mais qu'en est-il éventuellement d'un actionnariat? C'est plus compliqué. Disons que j'ai des actionnaires principaux qui sont euh, qui historiquement, ils ont une histoire qui est bien plus ancrée que la mienne et bien plus longue, n'ont pas d'actionnariat salarié en fait. Donc effectivement, il n'y a pas d'actionnariat salarié chez Capsule. Et à l'avenir? Je ne pense pas que ça change. Je pense que c'est un modèle que j'ai jamais débattu avec eux, mais je pense que c'est un modèle qui est leur modèle et j'imagine qu'ils y sont attachés. Donc on reste effectivement beaucoup dans ce mode-là. Okay, merci. Sébastien, aujourd'hui, est-ce que vous collaborez avec des entreprises asiatiques sans passer par les grandes marques de cosmétiques européennes qu'on connaît tous? Est-ce que finalement cette galénique-là, ce matériau est aussi un concept qui plaît aussi aux boîtes cosmétiques? Vous parliez de la Corée tout à l'heure, mais aux boîtes cosmétiques locales, chinoises, japonaises, qui sont très friands de customisation, des marques que nous, forcément, parfois, on ne connaît pas parce qu'elles ne sont pas vendues en Europe. Oui. Alors, en fait, la majorité de nos produits sont vendus en Chine. Donc là, les consommatrices de Capsum sont majoritairement chinoises, mais à chaque fois à travers des marques internationales. Mhm. Et la raison pour laquelle on ne vend pas à des marques locales chinoises est très simple, c'est qu'en fait, pour importer un produit fabriqué en Europe, aux États-Unis et en Chine, il y a une période d'enregistrement qui dure à peu près 1 an. Et les marques chinoises et les équipes de marketing chinoises sont encore plus impétueuses que moi. Et donc, si vous allez rencontrer une marque chinoise et que vous leur présentez quelque chose qui leur plaît, elles vont le vouloir dans leur magasin dans le mois qui suit. Et ça, c'est systématique. Donc, on a beaucoup exploré ce territoire, j'y suis beaucoup allé. Il y a beaucoup d'intérêt, mais qui ne pourrait se matérialiser que si on faisait une usine en Chine. Ce qui n'est pas du tout impossible, mais pour l'instant, on en démarre une au Texas. Donc, on va bien démarrer celle du Texas, on va grandir en France et après, on se posera la question de l'Asie. Ouais, très intéressant. En tout cas, je vous souhaite le meilleur aux États-Unis. Je pense que le marché aussi bien US que sud-américain est incroyable. Je suis ravie, j'ai été ravie, hein, je répète, personnellement d'échanger avec vous. Au plaisir de vous voir à Marseille et à l'Apex très prochainement. Et à très bientôt à tous, puisque bientôt c'est la période des vacances, donc on va avoir quelques nouveaux événements, mais bientôt on se dirige vers une pause.
Sébastien, vraiment, merci et au plaisir de vous rencontrer. Moi, je suis preneuse de toutes les palettes, de toutes les palettes de produits non, de toutes les palettes de produits non vendus. Je suis sûre que je réussirai à en faire un truc. Super. Merci beaucoup à tous. Merci de votre attention. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.